Imaginez que vous conduisez dans une rue et que vous arrivez à un feu de circulation. Vous savez que lorsqu'il est vert, vous pouvez avancer sans problème. En jaune, c'est un avertissement pour avancer avec prudence. Et en rouge, vous devez vous arrêter complètement. Maintenant, pensez que les personnes que vous aidez dans la vie sont comme ces feux de circulation. Il y a des personnes qui vous donnent le feu vert. Elles vous encouragent, avancent avec vous, acceptent votre aide et progressent. D'autres, en revanche, sont comme un feu jaune. Elles vous font hésiter, vous ralentissent un peu, mais avec précaution, vous pouvez continuer. Et puis, il y a les feux rouges, des personnes qui vous arrêtent complètement, qui consomment votre temps et votre énergie sans rien vous donner en retour ou qui vous exposent leurs problèmes sans accepter d'être aidés. Tout comme un feu rouge, certaines personnes ne changent pas de nature, peu importe combien vous essayez de les aider. Parfois, dans notre désir de faire le bien, nous ignorons les signaux d'avertissement et finissons par être lésés. C'est pourquoi il est crucial de savoir à qui nous offrons notre aide et de comprendre que tout le monde ne la valorisera pas ou ne l'appréciera pas. Pensez à votre énergie comme si vous traversiez une série d'intersections. Certaines vous laissent avancer et vous remplissent de motivation, tandis que d'autres vous bloquent sans raison. Découvrons ensemble qui sont ces feux rouges dans votre vie et pourquoi il est si important de les identifier avant qu'ils ne vous affectent psychologiquement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 8 types de personnes auxquelles vous ne devriez pas apporter votre aide en avançant dans l'âge. Restez jusqu'à la fin, car je vais le faire sous forme de classement de 8 à 1, où les 2 derniers types de personnes ne méritent même pas une once de votre aide. Vous ne voudrez pas manquer cela. Sans plus attendre, commençons. Doggegu, numéro 8, celui qui se plaint sans cesse. La plainte constante est l'une des attitudes les plus épuisantes que l'on puisse rencontrer chez les gens. C'est comme avoir un ami qui voit toujours le verre à moitié vide. Ce mode de vie ne nuit pas seulement à celui qui se plaint, mais a également un impact significatif sur ceux qui l'entourent. La négativité que ces personnes dégagent peut créer une atmosphère toxique où la joie et la motivation disparaissent. Dans ce contexte, il est crucial de comprendre comment la plainte peut influencer votre vie et quelles mesures vous pouvez prendre pour protéger votre bien-être émotionnel. Damnuguln, le cycle de la plainte. La plainte est un comportement qui, bien qu'il puisse sembler anodin au début, tend à devenir un cycle vicieux. Une personne qui se plaint constamment cherche d'une certaine manière à obtenir l'empathie ou la compassion de ceux qui l'entourent. Ce comportement peut sembler naturel. Nous avons tous des moments où nous avons besoin de nous défouler. Cependant, lorsque cela devient une habitude, cela peut affecter la dynamique de toute relation. Imaginez être dans une conversation où, chaque fois que vous essayez de partager quelque chose de positif sur votre vie, cette personne s'empresse de détourner l'attention vers ses problèmes. Oui, ça a l'air bien, mais j'ai eu une mauvaise journée au travail ou c'est super, mais je m'inquiète de la situation dans ma vie. Avec le temps, vous vous rendez compte que la conversation tourne rarement autour de choses agréables ou édifiantes. Au lieu de vous sentir enrichi, vous vous sentez épuisé et frustré. L'impact sur votre état émotionnel. Être en contact constant avec quelqu'un qui se plaint peut avoir un effet néfaste sur votre propre état émotionnel. Les plaintes continues peuvent engendrer des sentiments de culpabilité, de tristesse ou même d'irritation. Il est possible que vous en veniez à penser que vos propres réussites ne sont pas valables, car il y a toujours quelque chose qui éclipse vos bons moments. En outre, cette relation de plainte peut vous détourner des aspects positifs de votre vie, vous plongeant dans un état mental plus sombre et pessimiste. Il est important de reconnaître comment cette attitude peut influencer votre perspective. Les plaintes constantes peuvent vous amener à avoir une vision déformée de la réalité, dans laquelle les difficultés semblent bien plus grandes qu'elles ne le sont en réalité. Cette vision négative peut vous donner l'impression d'être piégé,
incapable de voir les opportunités et les bénédictions qui vous entourent. Au lieu de voir le tableau dans son ensemble, vous commencez à vous concentrer sur ce qui manque dans votre vie et sur les difficultés que vous rencontrez, perdant de vue ce qui compte vraiment. Comment gérer la situation? La clé pour gérer les personnes qui se plaignent constamment réside dans l'établissement de limites saines. Cela ne signifie pas que vous devez couper la relation complètement, surtout si la personne est quelqu'un que vous appréciez, comme un ami proche ou un membre de la famille. Cependant, il est essentiel de protéger votre bien-être émotionnel. Une stratégie efficace consiste à rediriger la conversation vers des sujets plus positifs. Lorsque vous sentez que la conversation s'oriente vers la plainte, essayez de changer de sujet. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je comprends que tu traverses une période difficile, mais j'aimerais entendre parler d'un accomplissement ou de quelque chose de bien qui s'est passé cette semaine. » Cela permet non seulement à l'autre personne de réfléchir aux aspects positifs, mais cela vous aide aussi à maintenir une conversation plus équilibrée et enrichissante. Si la plainte persiste et que la personne ne montre aucun intérêt à changer de sujet, vous pourriez envisager de limiter le temps que vous passez avec elle. Parfois, il est nécessaire de prendre de la distance pour protéger votre santé mentale. Il ne s'agit pas d'être insensible ou égoïste, mais de donner la priorité à votre bien-être émotionnel. L'importance de s'entourer de personnes positives. Il est fondamental de s'entourer de personnes qui vous inspirent et vous motivent. Cherchez des relations avec des personnes qui partagent une mentalité positive et qui sont prêtes à relever les défis plutôt que de s'en plaindre peut transformer votre vie. Ces personnes non seulement vous soutiendront, mais elles vous rappelleront qu'il y a toujours quelque chose de bon à célébrer malgré les difficultés. En choisissant consciemment les personnes qui vous entourent, vous pouvez créer un environnement où la gratitude et la positivité prévalent. Entourez-vous de personnes qui cherchent des solutions, qui sont prêtes à écouter vos réussites et qui célèbrent avec vous chaque pas en avant. Cela enrichira non seulement votre vie sociale, mais vous aidera également à maintenir une mentalité saine et axée sur la croissance personnelle. Réflexion finale. En conclusion, faire face à des personnes qui se plaignent constamment peut être un véritable défi, surtout à un âge avancé, lorsque la vie peut présenter plus d'obstacles et de défis. Cependant, il est essentiel de se rappeler que votre bien-être émotionnel est important. En établissant des limites, en redirigeant les conversations et en vous entourant de personnes positives, vous pouvez vous protéger de la négativité et créer un environnement plus sain pour vous-même. Les relations sont fondamentales dans la vie, mais toutes ne sont pas saines. N'ayez pas peur de vous éloigner de ceux qui n'apportent pas de valeur à votre vie ou qui tendent à consommer votre énergie de manière négative. La vie est trop courte pour la gaspiller dans des plaintes incessantes. Choisissez plutôt de vivre avec gratitude et entourez-vous de ceux qui vous inspirent à atteindre votre plein potentiel. Chaque moment est une occasion de célébrer la vie et tout ce que vous avez, alors choisissez bien vos compagnons et cultivez des relations qui vous enrichissent et vous motivent à être la meilleure version de vous-même. Numéro 7. Celui qui ne parle que de lui-même. Dans la vie, nous valorisons toutes les relations et l'échange d'idées, mais certaines personnes transforment toute conversation en un monologue sur elle-même. Ce type de personne, celui qui ne parle que de lui-même, peut être particulièrement difficile à côtoyer, surtout dans la troisième âge, lorsque les relations sont cruciales pour notre bien-être émotionnel. En se concentrant uniquement sur leurs propres expériences et problèmes, ces personnes ont tendance à laisser de côté les autres, créant une dynamique sociale qui peut être très insatisfaisante. Le besoin de validation. La personne qui ne parle que de elle-même ressent souvent un besoin de validation. Elle peut ne pas se rendre compte qu'elle monopolise la conversation. Dans son esprit, chaque expérience qu'elle partage est si significative qu'elle estime devoir être le centre d'attention.
Ce besoin de validation peut provenir d'insécurité profonde ou d'une faible estime de soi, où sa valeur personnelle est mesurée en fonction de l'attention qu'elle reçoit des autres. Ce comportement n'est pas seulement égoïste, mais il peut aussi être préjudiciable pour ceux qui l'entourent. Converser avec quelqu'un qui redirige constamment l'attention vers lui-même peut être épuisant. Souvent, l'autre personne a l'impression d'écouter une émission de radio sans pouvoir intervenir. Lorsque vous essayez de partager vos propres expériences, la réponse est souvent un changement immédiat vers un récit personnel qui éclipse ce que vous avez dit. L'impact sur les relations. L'incapacité d'écouter et le désir de parler de soi-même affectent la qualité des relations. Les connexions humaines se construisent sur l'empathie et l'échange. Lorsqu'une personne n'est pas disposée à écouter, non seulement elle perd l'opportunité d'apprendre des autres, mais elle crée également une atmosphère de désintérêt. Le manque de réciprocité dans une relation peut mener à la frustration. Imaginez être un ami qui se sent constamment sous-estimé parce que l'autre personne ne prend pas le temps d'écouter vos réussites ou vos problèmes. Cela peut vous amener à vous demander si vos sentiments sont importants pour elle et, par conséquent, peut vous pousser à vous distancer émotionnellement. De plus, dans la troisième âge, la socialisation est essentielle pour le bien-être mental. Les conversations significatives sont une forme de connexion qui peut offrir réconfort et compagnie. Cependant, lorsque cette interaction se transforme en un exercice d'égoïsme, on perd l'opportunité d'établir des liens profonds et satisfaisants. L'incapacité d'écouter. Un signe clair de quelqu'un qui ne parle que de lui-même est son incapacité à écouter activement. Souvent, ces personnes ne posent pas de questions ouvertes ou ne montrent pas d'intérêt sincère pour les expériences des autres. Au lieu de cela, elles interrompent avec leurs propres histoires ou, pire encore, détournent l'attention vers leurs propres problèmes sans tenir compte du contexte de la conversation. L'écoute active est une compétence essentielle dans toute relation, et son absence peut être un indicateur d'une personnalité égocentrique. Les personnes qui écoutent activement montrent non seulement de l'intérêt pour ce que vous dites, mais elles valident également vos émotions et vos expériences. Cela crée un environnement de respect et de compréhension mutuelle. Comment gérer ce type de personne ? Gérer quelqu'un qui ne parle que de lui-même peut être compliqué, mais il existe des moyens de gérer la situation. Une stratégie consiste à établir des limites dans les conversations. Si vous vous trouvez dans une discussion où la personne ne vous laisse pas d'espace pour vous exprimer, essayez d'interrompre poliment et de rediriger la conversation. Vous pouvez dire quelque chose comme « C'est intéressant, mais j'aimerais partager quelque chose qui m'est arrivé récemment ». Une autre technique consiste à utiliser des questions dirigées. Poser des questions sur des sujets spécifiques peut amener l'autre personne à partager quelque chose de plus équilibré. Par exemple, « Comment t'es-tu senti quand cela s'est produit ?» Cela peut l'aider à réfléchir et à prendre davantage conscience des dynamiques de la conversation. Si la situation ne s'améliore pas, il peut être nécessaire de réévaluer la relation. Dans la troisième âge, il est essentiel de s'entourer de personnes qui enrichissent notre vie. Si vous sentez qu'une relation est unidimensionnelle et épuisante, il pourrait être temps de considérer la possibilité de réduire le temps passé avec cette personne. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais de prioriser votre bien-être émotionnel. Favoriser la réciprocité dans les relations. Les relations les plus satisfaisantes reposent sur la réciprocité. Il est important de rechercher des interactions où les deux parties ont la possibilité de partager et d'être entendues. Au lieu de laisser une seule personne monopoliser la conversation, encouragez tous les participants à participer. Cela peut être particulièrement important dans des groupes sociaux ou familiaux, où chacun doit se sentir valorisé.
Favoriser la réciprocité dans les relations améliore non seulement la qualité de la conversation, mais aide également à renforcer les liens émotionnels. Les personnes qui se sentent valorisées sont plus susceptibles de répondre par du soutien et de l'attention, créant un environnement de connexion véritable. Réflexion finale. En résumé, traiter avec quelqu'un qui ne parle que de lui-même peut être un défi, mais c'est fondamental pour votre bien-être émotionnel. Reconnaître le besoin de validation derrière ce comportement vous permettra de gérer la situation avec empathie. En établissant des limites et en favorisant la réciprocité dans les relations, vous pouvez protéger votre espace émotionnel et construire des connexions plus significatives. La vie est trop courte pour la passer avec des personnes qui ne sont pas disposées à vous écouter. Cherchez ceux qui ne partagent pas seulement leurs histoires, mais qui sont également prêts à écouter les vôtres. Dans la troisième âge, les relations significatives sont un pilier fondamental pour une vie épanouie et heureuse. S'entourer de personnes qui valorisent votre voix et vos expériences est essentiel pour profiter d'une vie riche en interactions humaines satisfaisantes. Numéro 6. Celui qui se plaint constamment. Les plaintes font partie intégrante de l'expérience humaine. Nous faisons tous face à des défis, des frustrations et des déceptions dans la vie. Cependant, il y a des personnes qui semblent se spécialiser dans la plainte constante, transformant chaque conversation en une liste sans fin de mécontentements. Ce type d'attitude peut non seulement être épuisant pour ceux qui les entourent, mais elle a également un impact négatif sur leur propre vie et leur bien-être émotionnel. La plainte comme mode de vie. La personne qui se plaint constamment utilise souvent la plainte comme moyen de faire face à ses problèmes. Au lieu de chercher des solutions ou de s'adapter aux circonstances, elle reste piégée dans un cycle de négativité. Chaque petit désagrément devient un grand problème et toute opportunité de croissance personnelle ou de dépassement est éclipsée par son accent sur le négatif. Ce comportement peut résulter d'une mentalité pessimiste ou d'un manque de compétences en résolution de problèmes. Certaines personnes se sentent plus à l'aise en exprimant leur insatisfaction plutôt qu'en affrontant la réalité d'une situation. Cela peut être particulièrement courant chez les personnes âgées lorsque les changements et les pertes sont fréquents. La plainte peut servir de mécanisme de défense qui leur permet d'exprimer leurs émotions, mais elle peut également entraîner un blocage émotionnel. L'impact sur les relations. Se plaindre constamment n'affecte pas seulement la personne qui se plaint, mais cela a également un impact significatif sur ceux qui l'entourent. Les interactions avec quelqu'un qui se sent toujours insatisfait peuvent devenir pesantes et épuisantes. En partageant une vision négative du monde, ces personnes peuvent drainer l'énergie des autres et créer une atmosphère toxique. Lorsque vous vous trouvez avec quelqu'un qui se plaint constamment, il est facile de tomber dans le piège de la négativité. Les plaintes peuvent devenir contagieuses et avant de vous en rendre compte, vous pouvez aussi commencer à voir le monde à travers un prisme pessimiste. Cela peut affecter votre bien-être émotionnel, vous amenant à ressentir frustration et découragement au lieu de joie et de gratitude. À un âge avancé, la socialisation est essentielle pour maintenir un bon état mental. Cependant, si les relations se concentrent sur les plaintes et le mécontentement, l'opportunité de construire des connexions positives et enrichissantes est perdue. La vie se transforme en un cycle d'insatisfaction qui peut affecter la santé mentale et émotionnelle de tous les impliqués. Le manque de responsabilité personnelle. Une des caractéristiques les plus préoccupantes de la personne qui se plaint constamment est sa tendance à fuir la responsabilité personnelle. Ces personnes attribuent souvent leur insatisfaction à des facteurs externes, comme d'autres personnes, des circonstances ou même le destin. En ne prenant pas la responsabilité de leurs propres émotions et décisions, elles deviennent des victimes de leur propre narration. Ce manque de responsabilité peut entraver la croissance personnelle.
Lorsqu'on ne prend pas la responsabilité de sa propre vie, il est difficile de trouver des solutions efficaces aux problèmes. La plainte devient un obstacle au changement et le cycle d'insatisfaction se poursuit. Au lieu de chercher des moyens d'améliorer leur situation, ces personnes restent figées dans un état de plainte constante. La mentalité de victime. La plainte constante est souvent liée à une mentalité de victime. Les personnes ayant cette mentalité tendent à voir le monde comme un endroit hostile où tout leur arrive. Chaque désagrément est interprété comme une injustice personnelle, ce qui peut conduire à une profonde insatisfaction vis-à-vis de la vie. La mentalité de victime peut être nuisible car elle perpétue un sentiment d'impuissance. Au lieu de reconnaître qu'elles ont le pouvoir de changer leur situation, ces personnes se sentent piégées dans un cycle de mécontentement. Cela n'affecte pas seulement leur qualité de vie, mais cela peut également éloigner ceux qui se soucient d'elles. Stratégie pour gérer les plaintes. Si vous vous trouvez face à quelqu'un qui se plaint constamment, plusieurs stratégies peuvent vous aider à gérer la situation. Tout d'abord, établissez des limites. Si une conversation se transforme en un monologue de plainte, n'hésitez pas à changer de sujet ou à interrompre avec une question différente. Vous pouvez dire quelque chose comme « C'est compréhensible, mais as-tu également considéré cette autre perspective ?» Une autre option est de promouvoir une mentalité de solution. Au lieu de permettre à la plainte de persister, essayez de rediriger la conversation vers des solutions possibles. Posez la question. Que penses-tu pouvoir faire pour améliorer cette situation? Cela peut aider l'autre personne à changer son attention de la plainte à l'action. Il est également important de veiller à votre propre bien-être émotionnel. Si vous sentez qu'interagir avec cette personne vous affecte négativement, envisagez de limiter le temps que vous passez avec elle. À un âge avancé, il est fondamental de s'entourer de personnes qui vous élèvent et vous soutiennent, plutôt que de personnes qui vous entraînent vers la négativité. L'importance de la gratitude. Cultiver une mentalité de gratitude peut être un moyen efficace de contrer la plainte constante. Pratiquer la gratitude implique de reconnaître et d'apprécier les choses positives de la vie, même au milieu des défis. Cela peut aider à changer l'accent de ce qui manque à ce que l'on a. Une technique simple consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut aider à entraîner votre esprit à se concentrer sur le positif et à diminuer la tendance à se plaindre. Favoriser un environnement où les choses bonnes sont valorisées peut avoir un impact positif sur ceux qui vous entourent. Réflexion finale. En conclusion, faire face à quelqu'un qui se plaint constamment peut être un défi, mais cela est essentiel pour votre bien-être émotionnel et social. Reconnaître les causes de la plainte et établir des limites claires peut vous aider à maintenir un environnement positif dans vos relations. Promouvoir une mentalité de solution et cultiver la gratitude sont des outils puissants pour transformer la négativité en une approche plus saine et productive. À un âge avancé, s'entourer de personnes qui valorisent le soutien mutuel et la positivité est crucial. La vie est trop courte pour être enfermée dans un cycle de plaintes. Cherchez des relations qui vous inspirent et vous aident à grandir. Et rappelez-vous que, bien que nous soyons tous confrontés à des défis, il y a aussi beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant et célébré. Numéro 5. Celui qui ne valorise pas votre temps. Le temps est une ressource limitée et précieuse, surtout à un âge avancé. À mesure que nous vieillissons, chaque instant devient plus significatif et il est vital de nous entourer de personnes qui respectent et apprécient notre temps. Cependant, nous nous retrouvons souvent face à des individus qui semblent manquer de cette considération, ce qui peut être particulièrement frustrant et épuisant. Ce type de relation peut non seulement drainer notre énergie, mais aussi interférer avec notre paix mentale et notre bien-être émotionnel.
L'importance de valoriser le temps. Valoriser le temps signifie reconnaître sa nature éphémère et comprendre que chaque instant est une opportunité qui ne reviendra pas. Les personnes qui comprennent l'importance du temps sont plus enclines à planifier et à vivre de manière intentionnelle, tirant le meilleur parti de chaque jour. Cela est particulièrement pertinent à un âge avancé, où le temps peut sembler encore plus limité en raison de l'accumulation d'expériences et de la réflexion sur ce qui compte réellement. Quand quelqu'un ne valorise pas votre temps, cela peut se manifester de nombreuses façons, en arrivant en retard au rendez-vous, en annulant des plans à la dernière minute ou en ignorant tout simplement vos besoins et priorités. Ces comportements ne sont pas seulement inconsidérés, mais peuvent également entraîner un sentiment de frustration et de ressentiment. Les conséquences de ne pas valoriser le temps des autres. Les relations dans lesquelles l'un des participants ne valorise pas le temps de l'autre peuvent devenir toxiques. Lorsque vous vous trouvez constamment à attendre quelqu'un qui ne respecte pas votre temps, il est facile de commencer à sentir que votre propre temps n'a pas de valeur. Cela peut entraîner un cycle d'insatisfaction où vous vous sentez piégé dans une dynamique qui ne bénéficie à aucun des deux parties. L'impact émotionnel de ce type de relation peut être significatif. La frustration et le découragement s'accumulent et il peut être difficile de maintenir une perspective positive. Au lieu de profiter de la compagnie des autres et de participer à des activités significatives, vous pouvez vous retrouver piégé dans un cycle de déception. De plus, le manque de respect pour votre temps peut conduire à un manque de respect pour vous en tant que personne. Si quelqu'un ne valorise pas votre temps, il est possible qu'il sous-estime également vos opinions, besoins et désirs. Cela peut miner votre estime de soi et vous faire douter de votre valeur. Établir des limites saines. Il est crucial d'établir des limites claires dans les relations, surtout avec ceux qui ne valorisent pas votre temps. Décider comment et quand, permettre aux personnes dans votre vie d'occuper votre temps est essentiel pour maintenir votre bien-être émotionnel. Voici quelques stratégies pour établir des limites efficaces. 1. Communication claire. Parlez ouvertement de vos attentes. Si quelqu'un arrive systématiquement en retard, exprimez comment cela vous affecte et établissez l'importance de la ponctualité dans votre relation. 2. Priorisez votre temps. Décidez quelles activités et relations sont les plus importantes pour vous. N'hésitez pas à refuser des invitations qui ne résonnent pas en vous ou qui semblent vous voler un temps précieux. 3. Soyez ferme dans vos décisions. Si quelqu'un continue à ignorer vos limites, vous devrez peut-être être plus ferme dans votre réponse. Cela pourrait signifier limiter le temps que vous passez avec cette personne ou reconsidérer le type de relation que vous avez. 4. Pratiquez l'affirmation. Être assertif signifie défendre vos besoins et désirs sans être agressif. Cela vous permettra de communiquer de manière efficace et respectueuse. L'influence de l'environnement social. À un âge avancé, l'environnement social peut influencer considérablement la façon dont le temps est perçu et valorisé. La société promeut souvent l'idée que le temps est une ressource renouvelable, ce qui amène de nombreuses personnes à le traiter comme quelque chose qui peut être gaspillé. Cependant, il est essentiel de se rappeler que chaque jour est une opportunité unique qui ne reviendra pas. Les amis et la famille qui ne valorisent pas votre temps peuvent être une source de distraction et de stress. Il peut être utile de vous entourer de personnes qui partagent une mentalité similaire sur l'importance du temps, ce qui favorisera un environnement de respect et d'appréciation mutuelle. La gratitude pour le temps partagé. Lorsque vous vous entourez de personnes qui valorisent votre temps, vous pouvez également profiter de moments significatifs et gratifiants.
Les relations saines sont celles où les deux participants reconnaissent et apprécient le temps qu'ils passent ensemble. Cela crée un sentiment de connexion plus profond et satisfaisant. Cultiver la gratitude pour le temps partagé peut être une manière puissante d'enrichir vos relations. Voici quelques pratiques que vous pouvez envisager. 1. Célébrez les moments ensemble. Au lieu de vous concentrer sur ce qui ne s'est pas passé comme vous l'espériez, célébrez les moments partagés et exprimez à vos proches combien vous appréciez leur compagnie. 2. Pratiquez la pleine conscience. Pendant les interactions, concentrez-vous sur le fait d'être présent. Cela vous aidera non seulement à profiter davantage de la compagnie des autres, mais enverra également un message indiquant que vous valorisez le temps passé ensemble. 3. Exprimez votre gratitude. N'hésitez pas à exprimer votre gratitude à ceux qui respectent votre temps. Un simple « merci d'être ponctuel » peut renforcer le lien et encourager un comportement similaire à l'avenir. Apprendre à dire non. L'une des compétences les plus précieuses que vous pouvez développer à un âge avancé est la capacité de dire non. Cela ne signifie pas être impoli ou inconsidéré, mais plutôt prioriser votre temps et vos besoins. Voici quelques façons de pratiquer cette compétence. 1. Évaluez vos engagements. Avant d'accepter une invitation ou un engagement, demandez-vous si vous souhaitez vraiment participer. Si ce n'est pas le cas, il est acceptable de dire non. 2. Utilisez des réponses courtes et polies. Il n'est pas nécessaire d'offrir de longues explications. Parfois, un simple « non, merci » suffit. 3. Ne vous sentez pas coupable. Dire non aux choses que vous ne valorisez pas ou qui ne vous rendent pas heureux est une façon de prendre soin de vous. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de prioriser votre propre bien-être. Réflexion finale. En conclusion, le temps est une ressource précieuse qui mérite d'être traitée avec respect et considération. Vous entourer de personnes qui valorisent votre temps non seulement améliore votre qualité de vie, mais favorise également un environnement positif et enrichissant. Les relations fondées sur le respect mutuel du temps sont essentielles pour le bien-être émotionnel et la santé mentale, surtout à un âge avancé. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir d'établir des limites et de prioriser votre temps. Apprendre à communiquer vos besoins et à apprécier vos moments peut transformer vos relations et vous permettre de profiter pleinement de la vie. En vous entourant de personnes qui partagent vos valeurs, vous pourrez créer des connexions significatives qui enrichissent votre vie et apportent de la joie à vos jours. Numéro 4. Celui qui te critique sans cesse. À la troisième âge, l'un des plus grands trésors que nous pouvons trouver est la liberté d'être nous-mêmes, une fois que nous avons laissé derrière nous les attentes sociales et les pressions de la vie professionnelle. Cependant, il y a toujours quelqu'un qui se sent en droit de commenter nos choix, nos comportements et notre style de vie. Nous parlons du critique habituel, cette personne qui semble avoir un talent particulier pour pointer chacun de nos erreurs, et faire des commentaires qui, bien que parfois censés être constructifs, laissent généralement une traînée de découragement et de frustration. Imaginons Clara, une femme de 65 ans qui, après des décennies consacrées à sa carrière et à l'éducation de ses enfants, a enfin trouvé le temps de se redécouvrir. Clara décide de redécorer sa maison, un projet qui l'enthousiasme énormément. Elle a choisi des couleurs vibrantes, des meubles modernes et a transformé son foyer en un espace qui reflète sa personnalité unique. Cependant, ce que Clara n'avait pas anticipé, c'est l'arrivée de sa sœur Rosa, une critique professionnelle qui ne peut s'empêcher de faire des commentaires sur tout ce que Clara fait. La première fois que Rosa entre chez Clara après les rénovations, elle commence à examiner chaque recoin avec un regard critique. « Pourquoi as-tu choisi cette couleur si vive? Tu aurais dû opter pour quelque chose de plus doux, » dit-elle, comme si son opinion était la seule qui comptait. Clara,
bien qu'elle essaye de rester calme, sent la frustration commencer à bouillonner en elle. Ce genre de commentaire n'est pas nouveau. Rosa a toujours eu l'habitude de donner son avis sur la vie de Clara, des décisions les plus triviales aux plus significatives. Les critiques de Rosa ne se limitent pas à la décoration de la maison. Lors des réunions de famille, la sœur de Clara se sent également obligée de donner son avis sur la nourriture qu'elle prépare, la manière dont elle élève ses petits-enfants et même sur sa façon de s'habiller. « Tu as mis trop de sel, Clara. Tu aurais pu faire quelque chose de plus léger », dit-elle, ignorant souvent le fait que Clara cuisine des recettes saines et délicieuses que tout le monde apprécie. Bien que Rosa pense que ses commentaires sont utiles, pour Clara, ils sont un rappel constant que rien n'est jamais assez bien, qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, quelque chose à corriger. Ce schéma de critique constante peut avoir des effets dévastateurs sur l'estime de soi et le bien-être émotionnel d'une personne. Quand quelqu'un que nous aimons et respectons semble en mission pour déconstruire nos décisions, il est difficile de ne pas sentir que notre valeur est remise en question. Clara commence à douter de son style et à se demander si elle devrait changer sa décoration ou sa façon d'être pour éviter les critiques de Rosa. Mais est-ce vraiment nécessaire? Souvent, les critiques ont une manière particulière de justifier leur comportement. On pourrait dire que leurs critiques viennent d'un lieu de préoccupation, mais ce qu'ils font vraiment, c'est projeter leurs propres insécurités et peurs sur nous. Peut-être que Rosa a toujours senti qu'elle devait être la meilleure en tout, et en critiquant sa sœur, elle se sent comme si elle rehausse sa propre valeur. Cela est particulièrement courant dans les relations familiales où la compétition et la comparaison sont inévitables. La critique devient une façon d'établir une hiérarchie, et le critique cherche à réaffirmer sa position dans la vie de la personne qu'il critique. Alors, comment gérer ces personnes qui semblent toujours prêtes à critiquer? La clé est d'établir des limites claires et d'apprendre à répondre de manière assertive. Clara commence à pratiquer des réponses qui lui permettent de détourner la conversation sans tomber dans le piège de la confrontation. Lorsque Rosa critique son choix de décoration, Clara opte pour une réponse aimable mais ferme. « J'adore le résultat, et c'est ce qui compte vraiment. » Avec cette simple affirmation, Clara réaffirme son droit à ses décisions, sans entrer dans une discussion qui ne ferait qu'alimenter les critiques de Rosa. De plus, il est important que Clara reconnaisse l'impact des paroles de sa sœur sur son bien-être émotionnel. Au lieu de laisser les commentaires de Rosa la décourager, Clara décide de se concentrer sur le positif. Chaque fois qu'elle entend une critique, elle se rappelle que ses choix sont valables et qu'elle a travaillé dur pour créer un espace qui la rend heureuse. L'estime de soi est quelque chose qui se construit, et Clara a le pouvoir de protéger sa propre vision de la vie. Les critiques tentent souvent de saper notre confiance par des commentaires subtils ou directs, mais ils peuvent également être ignorés. Parfois, un simple changement de sujet peut suffire à détourner la conversation et à éviter de tomber dans leur piège émotionnel. Si Clara mentionne un nouveau projet sur lequel elle travaille ou un endroit qu'elle prévoit de visiter, Rosa pourrait être contrainte de laisser de côté ses critiques et de se concentrer sur quelque chose de plus positif. Au final, la capacité à gérer un critique habituel réside dans le fait d'être proactif et de ne pas laisser sa négativité affecter notre bien-être. La critique destructrice peut être un poison émotionnel qui, si elle n'est pas gérée correctement, peut ruiner nos relations et saper notre estime de soi. Au lieu de permettre aux critiques de nous faire sentir petits, il est vital de nous entourer de personnes qui nous encouragent et nous élèvent. Rechercher la compagnie d'amis et de membres de la famille qui célèbrent nos réalisations, si petites soient-elles, nous rappellera qu'il y a de la beauté dans l'authenticité et que nos décisions en valent la peine. La vie est trop courte pour la passer à gérer des personnes qui cherchent seulement à critiquer au lieu de construire. Il est essentiel d'apprendre à identifier ces critiques et à établir des limites claires. La critique constructive peut être précieuse, mais la critique chronique érode l'estime de soi et sape la confiance. Alors,
Lorsque tu te trouves en compagnie de quelqu'un qui te critique sans cesse, souviens-toi que tu as le pouvoir de décider comment réagir. Rappelle-toi aussi que les critiques projettent souvent leurs propres insécurités. Rosa pourrait être en train de lutter avec son propre mécontentement concernant sa vie et ses commentaires pourraient être une façon de détourner l'attention de ses propres luttes. En fin de compte, la clé est de garder son calme, de ne pas prendre les critiques personnellement et de se concentrer sur ce qui te rend heureux. Apprendre à vivre sans la validation des autres est un voyage, mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, surtout à ce stade de la vie, où la paix et l'authenticité sont essentielles à notre bonheur. En conclusion, faire face aux critiques habituelles nécessite de la pratique et de la patience. Établir des limites, garder son calme et rediriger les conversations vers le positif sont des outils précieux que nous pouvons tous utiliser. À la fin de la journée, tu mérites de t'entourer de personnes qui te soutiennent, qui célèbrent ton authenticité. Et surtout, rappelle-toi que la vie est trop courte pour laisser les critiques des autres déterminer ton bonheur. Numéro 3. La personne qui feint de prendre soin de vous, mais vous contrôle. La vie à la retraite peut être un voyage de découverte de soi et de croissance, mais elle peut également apporter son lot de défis et de dilemmes, en particulier en ce qui concerne nos relations personnelles. Dans ce contexte, l'un des types de personnes que nous pouvons rencontrer est celle qui, sous le prétexte de préoccupation et de soins, exerce en réalité un contrôle subtil et manipulateur. Ces relations peuvent être particulièrement trompeuses et nuisibles, car il est souvent difficile de distinguer entre un soin véritable et une manipulation déguisée. Imaginons Antonio, un homme de 70 ans qui, après le décès de sa femme, a commencé à dépendre davantage de sa fille, Laura. Laura se présente comme la fille idéale, toujours prête à aider et à s'occuper de son père. Elle s'occupe de tous ses besoins, des courses aux rendez-vous médicaux, et lui dit souvent qu'elle le fait parce qu'elle ne peut pas supporter de le voir seul. Cependant, au fil du temps, Antonio commence à remarquer que Laura ne se contente pas de s'inquiéter pour lui, mais qu'elle semble aussi prendre des décisions en son nom, sans le consulter. De elle choix des aliments à la décoration de sa maison, Laura a commencé à prendre le contrôle d'aspects de sa vie qu'Antonio gérait auparavant seul. La situation se complique lorsqu'Antonio essaie d'exprimer ses préférences. « J'aimerais acheter un peu de poisson frais et le cuisiner moi-même », dit-il un jour. Laura réagit avec un mélange de surprise et de mépris, répondant « Mais papa, je m'occupe de tout, tu n'as pas à t'en préoccuper ». Ce type de réponse, qui pourrait d'abord sembler désintéressée, sape en réalité l'autonomie d'Antonio. Par ce comportement, Laura nie non seulement à son père la possibilité de participer à la prise de décision, mais elle crée aussi une atmosphère de dépendance, où Antonio commence à douter de sa capacité à prendre soin de lui-même. Les personnes qui feignent de s'occuper de nous utilisent souvent une variété de tactiques manipulatrices pour maintenir le contrôle. Dans le cas de Laura, cela peut inclure la culpabilité émotionnelle, où elle se présente comme la seule salvatrice d'Antonio, et toute tentative de sa part de récupérer son indépendance est considérée comme égoïste. Cela peut devenir un cercle vicieux. Antonio se sent coupable de vouloir prendre des décisions par lui-même, et Laura utilise cette culpabilité pour maintenir son emprise sur la situation. Un autre exemple de manipulation peut être la triangulation émotionnelle. Laura pourrait impliquer d'autres membres de la famille pour soutenir son récit, disant des choses comme « Ne penses-tu pas qu'il vaudrait mieux que je m'occupe de papa? Après tout, il n'est plus si jeune et a besoin d'aide. » Ce faisant, Laura assure non seulement son contrôle sur la vie d'Antonio, mais elle génère également un sentiment d'isolement pour lui, qui se sent comme s'il était le seul en désaccord avec ce que la famille a décidé. La manipulation émotionnelle peut être subtile et difficile à détecter, surtout lorsqu'elle se présente sous le déguisement du soin. Souvent, les personnes qui contrôlent les autres se voient comme des protecteurs.
Elles se persuadent qu'elles agissent dans le meilleur intérêt de la personne qu'elles contrôlent, ignorant ses désirs et ses besoins. Pour Antonio, reconnaître que Laura n'était pas seulement une fille aimante, mais qu'elle exerçait aussi un contrôle sur sa vie, fut un processus douloureux. Il commença à sentir que sa voix n'était pas valorisée et que son autonomie était en jeu. Le manque d'autonomie peut entraîner une perte d'identité. Antonio, qui avait été un homme actif et autonome, a commencé à se sentir comme un enfant à qui l'on dit constamment quoi faire. Avec le temps, cela a affecté non seulement son estime de soi, mais aussi sa santé mentale. Il a commencé à ressentir de l'anxiété et de la dépression, se sentant piégé dans une situation dont il ne savait comment s'échapper. Ce cycle de contrôle et de dépendance peut avoir des effets dévastateurs sur la santé émotionnelle d'une personne, surtout à un âge où l'autonomie et la dignité sont des aspects cruciaux de la qualité de vie. Le premier pas pour faire face à cette situation est la prise de conscience. Antonio a dû reconnaître que sa relation avec Laura n'était pas saine. Ce ne fut pas facile car, comme beaucoup, il craignait de blesser les sentiments de sa fille ou de provoquer des conflits familiaux. Cependant, comprendre que la manipulation émotionnelle n'est pas de l'amour fut une révélation importante. Lorsque l'on se rend compte que son bien-être est en jeu, il est essentiel d'établir des limites claires et de les communiquer de manière ferme et assertive. Antonio décida d'avoir une conversation ouverte avec Laura. « Je veux que tu saches que j'apprécie tout ce que tu fais pour moi, mais j'ai aussi besoin de prendre des décisions concernant ma vie, » commença-t-il. Laura, surprise, se sentit initialement attaquée. Mais Antonio continua d'expliquer que le contrôle qu'elle exerçait sur sa vie l'affectait négativement. Au fur et à mesure que la conversation avançait, Laura se rendit compte que ses actions, bien que bien intentionnées, sapraient l'indépendance de son père. Cette conversation fut un tournant dans leur relation. Cependant, établir des limites n'est pas toujours suffisant. Parfois, il est nécessaire de chercher un soutien externe. Antonio décida de participer à un groupe de soutien pour personnes âgées, où il put partager ses expériences et apprendre d'autres qui avaient fait face à des situations similaires. Cet espace lui offrit un sentiment de communauté et de validation. Il apprit qu'il n'était pas seul dans sa lutte contre la manipulation émotionnelle et que beaucoup d'autres étaient dans des situations similaires. Ces rencontres lui apportèrent non seulement un sentiment d'appartenance, mais également les outils nécessaires pour récupérer son indépendance. Une partie cruciale de ce processus est d'apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire. Antonio dut pratiquer comment rejeter les décisions que Laura prenait pour lui. Non, merci Laura. Je préfère cuisiner ma propre nourriture, devint une affirmation valorisante pour lui. Chaque fois qu'Antonio affirmait son autonomie, il se sentait plus fort et plus confiant dans sa capacité à prendre des décisions par lui-même. Il est important de noter que les dynamiques familiales sont complexes et il n'est pas toujours facile de couper les liens avec ceux qui nous contrôlent. Dans de nombreux cas, l'amour et le soin authentique peuvent coexister avec la manipulation. C'est pourquoi l'approche d'Antonio était de trouver un équilibre. Il commença à inviter Laura à participer à sa vie d'une manière qui lui permettrait de conserver le contrôle sur ses décisions. Au lieu de la rejeter complètement, il lui demanda de devenir sa compagne plutôt que sa cuidante. Ensemble, ils pourraient planifier des activités, mais toujours avec la prémisse que la décision finale lui appartiendrait. L'amour peut être une force puissante, mais il peut également être une forme de contrôle s'il n'est pas bien géré. Antonio dut apprendre qu'il méritait de vivre sa vie selon ses propres règles, même si cela signifiait défier sa propre fille. Au fil du temps, Laura commença à respecter les limites de son père. Elle apprit qu'en permettant à Antonio de prendre des décisions, elle lui offrait également la possibilité de se sentir plus heureux et accompli. En conclusion, les relations à la retraite peuvent être compliquées, surtout lorsqu'une personne feint de prendre soin tout en exerçant un contrôle. Reconnaître la manipulation émotionnelle est le premier pas vers la récupération de l'autonomie.
Apprendre à établir des limites claires, chercher du soutien et pratiquer l'art de dire non sont des outils essentiels pour surmonter ce type de relation. À la fin de la journée, chacun d'entre nous mérite de vivre une vie où nos décisions sont valorisées et respectées, peu importe à quel point ceux qui nous entourent sont bien intentionnés. Numéro 2. Ceux qui ne valorisent pas votre temps. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, surtout à un âge avancé, il devient essentiel de reconnaître la valeur de notre temps. Cette ressource est finie et souvent sous-estimée, ce qui peut conduire à des situations où d'autres profitent de notre générosité. Ceux qui ne valorisent pas notre temps peuvent créer des relations toxiques qui épuisent notre énergie émotionnelle et nous empêchent de profiter pleinement de nos vies. Imaginons Martha, une femme de 68 ans qui a consacré une grande partie de sa vie à prendre soin de sa famille. Au fil des ans, elle a été la figure centrale dans la vie de ses enfants et petits-enfants, toujours prête à aider en cas de besoin. Cependant, à mesure que ses enfants ont grandi et sont devenus indépendants, Martha a commencé à remarquer un schéma inquiétant dans ses interactions. Chaque fois qu'elle essaie de planifier une activité pour elle-même ou simplement de se reposer, ses enfants et son partenaire semblent avoir plus que jamais besoin d'elle. « Maman, peux-tu venir m'aider avec ça ?» ou « Pourrais-tu garder les enfants un peu plus longtemps ?» sont des phrases qu'elle a entendues encore et encore. Au début, Martha s'est sentie flattée par la dépendance de sa famille, pensant que son soutien était essentiel. Mais avec le temps, cette dépendance est devenue un fardeau et elle a commencé à se demander pourquoi son temps semblait être le dernier sur la liste des priorités de tout le monde. Le manque de respect pour le temps de quelqu'un peut se manifester de nombreuses façons. Pour Martha, les engagements s'accumulaient et ses désirs de faire quelque chose pour elle-même s'évanouissaient. La planification de sa journée était devenue un jeu de Tetris où son temps était toujours sacrifié au profit de celui des autres. Elle se retrouvait souvent piégée dans une spirale de responsabilité qui non seulement lui volèrent du temps, mais aussi son sens de l'identité et de la satisfaction personnelle. La situation de Martha n'est pas unique. Beaucoup d'entre nous ont été dans une position similaire. En vieillissant, il est crucial de comprendre que nous méritons du temps pour nous-mêmes, du temps pour nous reposer, réfléchir et faire ce qui nous passionne vraiment. Cependant, souvent, la pression d'être la personne qui aide toujours nous fait nous sentir coupables si nous pensons à nos propres besoins. Cette culpabilité peut être un puissant inhibiteur de notre bien-être émotionnel. La dynamique familiale peut compliquer encore plus la question du temps. Parfois, ceux qui ne valorisent pas notre temps peuvent être si habitués à notre disponibilité qu'ils ne se rendent pas compte de l'effet que cela a sur nous. Ce manque de conscience peut entraîner un cycle d'abus émotionnels où notre générosité devient un devoir et nos propres besoins sont constamment relégués au second plan. Par exemple, Martha a commencé à remarquer que ses enfants planifiaient des activités familiales sans la consulter, comme si sa participation n'était pas importante. Cela est devenu une profonde blessure émotionnelle. Elle avait le sentiment que, malgré le fait d'avoir été une mère présente et engagée, ses enfants ne la considéraient pas digne d'être consultés concernant son propre temps. Lorsque nous nous trouvons dans cette situation, il est fondamental d'établir des limites. Apprendre à dire « non » peut être l'une des compétences les plus puissantes que nous puissions développer. Ce n'est pas seulement un acte de défense personnelle, mais une affirmation que notre temps a de la valeur et que nous ne devons pas nous sentir coupables de le protéger. Martha a décidé qu'il était temps de se prioriser. Elle a commencé à réserver du temps dans son agenda juste pour elle. « Les mardis sont mes jours pour moi », s'est-elle dit. Pendant ces jours-là, elle se consacrait à faire ce qu'elle aimait le plus. Lire, aller au cinéma ou simplement se promener dans le parc. Malgré la résistance initiale de sa famille, ils se sont vite rendus compte qu'elle était beaucoup plus heureuse et, par conséquent, plus disposée à aider lorsqu'on lui demandait.
La résistance de sa famille à l'idée que Martha priorise son propre temps a été un défi. « Pourquoi refuses-tu de m'aider, maman ?» a demandé l'une de ses filles. Ce type de question n'est pas rare, surtout dans les familles où une culture de dépendance a été encouragée. Il est crucial de se rappeler qu'en établissant des limites, nous ne sommes pas égoïstes, nous favorisons plutôt une relation saine et équilibrée. La réponse de Martha était claire et ferme, parce que j'ai aussi des besoins. Je suis là pour vous, mais je dois prendre soin de moi pour pouvoir le faire. Au début, il peut y avoir de la résistance à ce changement. Ceux qui sont habitués à notre disponibilité peuvent réagir avec confusion ou frustration. Cependant, à mesure qu'une nouvelle norme s'établit, il est probable que la dynamique familiale évolue. En commençant à prendre soin de son propre temps, Martha ne se sentait pas seulement mieux, mais elle a également commencé à apprécier son rôle dans la famille d'une manière renouvelée. Elle est devenue une mère et une grand-mère plus heureuses, ce qui a également eu un impact positif sur ses relations avec ses enfants et petits-enfants. Il est important de reconnaître que parfois, les personnes qui ne valorisent pas notre temps peuvent ne pas le faire intentionnellement. Cela peut être une question d'habitude et d'attente. Souvent, elles sont tellement immergées dans leurs propres vies et responsabilités qu'elles ne voient pas comment leurs demandes affectent les autres. Par conséquent, la communication devient un composant essentiel de ce processus. Parler ouvertement et honnêtement de ce que nous ressentons peut aider à clarifier les choses. Martha a décidé d'organiser une réunion familiale, un espace où chacun pouvait partager ses sentiments et ses attentes. En exprimant sa frustration sur le fait que son temps n'était pas valorisé, ses enfants ont commencé à prendre conscience de son point de vue. Ce dialogue a non seulement aidé Martha à libérer son fardeau émotionnel, mais a également permis à sa famille de comprendre l'importance de valoriser le temps des autres. Établir des limites ne s'applique pas seulement à la famille, mais aussi aux amis et aux connaissances. Beaucoup de personnes âgées ressentent la pression d'être toujours accessibles, que ce soit pour une conversation, une visite ou une faveur. Cependant, la vie est trop courte pour compromettre notre temps avec des relations qui ne nous nourrissent pas. Par exemple, Martha s'est rendue compte qu'il y avait des amis dans sa vie qui la contactaient uniquement lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, mais qui n'étaient pas disposés à lui offrir du soutien lorsqu'elle en avait besoin. En apprenant à identifier ces relations unidirectionnelles, elle a commencé à s'éloigner de ces personnes qui ne valorisaient pas son temps. L'auto-affirmation est clé dans ce processus. Parfois, la meilleure façon de protéger notre temps est à travers l'auto-affirmation. En reconnaissant que nous sommes dignes de profiter de notre temps, nous nous donnons le pouvoir de prendre des décisions qui priorisent nos besoins. Martha a commencé à pratiquer une affirmation quotidienne. « Mon temps est précieux et j'ai le droit de l'apprécier ». Cette simple déclaration l'a aidé à changer son état d'esprit et par conséquent à agir en conséquence. De plus, elle est devenue plus consciente de ses choix. Au lieu d'accepter des invitations ou des engagements par obligation, elle a commencé à évaluer si ces engagements lui apporteraient réellement quelque chose de positif. Cette activité va-t-elle me procurer de la joie ou de la satisfaction? Est devenu son critère. En appliquant cette approche, Martha a pu investir son temps dans des activités qu'elle aimait réellement, comme des cours d'art et des groupes de lecture, ce qui lui a permis non seulement de remplir son temps de manière plus gratifiante, mais aussi d'élargir son cercle social avec des personnes partageant ses intérêts. Au fur et à mesure que Martha a établi ses limites et s'est concentrée sur ses propres besoins, son bien-être émotionnel a considérablement amélioré. Elle s'est rendue compte que prioriser son temps ne bénéficiait pas seulement à sa santé mentale, mais enrichissait également ses relations avec les autres. Au lieu d'être la mère abnégée et épuisée, elle est devenue une figure inspirante dans la vie de ses enfants, qui ont commencé à voir l'importance de prendre soin d'eux-mêmes également. Il est crucial de se rappeler qu'établir des limites autour de notre temps n'est pas un acte d'égoïsme, mais un pas vers l'autocompassion et le respect de soi.
La vie est pleine d'engagements, mais il est également essentiel de trouver un équilibre qui nous permette de profiter de nos passions et de cultiver des relations saines. Ceux qui se soucient réellement de nous seront prêts à respecter nos limites et à valoriser notre temps. Tout comme le temps de Martin est devenu un actif précieux dans sa vie, nous pouvons tous apprendre à protéger notre temps et à vivre d'une manière qui nous fasse sentir épanouis et complets. En conclusion, ceux qui ne valorisent pas notre temps peuvent créer des dynamiques familiales et sociales toxiques qui épuisent notre énergie et notre bien-être. Apprendre à établir des limites saines et à dire non lorsque cela est nécessaire est essentiel pour garantir que nous vivons pleinement et selon nos propres termes. En reconnaissant notre propre valeur et en valorisant notre temps, nous pouvons créer une vie plus épanouissante et riche, entourée de personnes qui respectent véritablement notre temps et nos besoins. Numéro 1. Celui qui se plaint constamment. La vie est pleine de défis et d'adversités, et il est naturel parfois de se sentir accablé et frustré. Cependant, certaines personnes semblent piégées dans un cycle sans fin de plaintes et de lamentations. Ce comportement affecte non seulement ceux qui se plaignent, mais peut également avoir un impact négatif sur leur entourage. Dans ce contexte, il est crucial d'apprendre à identifier et, le cas échéant, à nous éloigner de ceux qui vivent en se plaignant constamment. Pour illustrer ce phénomène, considérons l'histoire de Jean, un homme de 70 ans qui a passé une grande partie de sa vie entouré de plaintes. Que ce soit le temps, la politique, la santé ou les relations, Jean trouve toujours une raison de se lamenter. Au début, ses amis et sa famille étaient disposés à écouter ses plaintes, mais avec le temps, la nature récurrente de ces lamentations a commencé à engendrer une fatigue émotionnelle chez ceux qui l'entouraient. Ce qui avait commencé comme une conversation amicale s'est transformé en un monologue de plaintes qui drainait l'énergie de son entourage. La plainte constante n'est pas seulement une expression d'insatisfaction, c'est un schéma de pensée qui peut devenir une manière de vivre. Pour Jean, se plaindre était devenu une seconde nature. Chaque jour, il se réveillait et au lieu de se concentrer sur ce qu'il pouvait faire pour améliorer sa situation, il se focalisait sur ce qui ne lui plaisait pas. Cette mentalité de victimisation lui faisait sentir que le monde était contre lui et qu'il y avait toujours quelque chose qui le frustrait. Cependant, ce qu'il ne réalisait pas, c'était que cette approche limitait sa capacité à profiter de la vie. Les plaintes, en essence, sont une forme de résistance à la réalité. Lorsque nous nous plaignons, nous rejetons ce qui est et souhaitons que les choses soient différentes. Cet acte de résistance peut être confortable à court terme, car il nous permet d'exprimer notre insatisfaction. Cependant, à long terme, vivre en se plaignant peut mener à un cycle de négativité qui affecte à la fois notre santé mentale et nos relations. Jean, en se plaignant constamment, ne restait pas seulement piégé dans sa propre insatisfaction, mais il projetait également cette négativité sur les autres, créant une atmosphère lourde et sombre autour de lui. La philosophie stoïque nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler les circonstances externes, nous pouvons contrôler nos réactions et nos attitudes face à elles. Au lieu de se plaindre, Jean aurait pu choisir de réfléchir sur ce qui le dérangeait réellement et de chercher des solutions au lieu de rester coincé dans la plainte. Par exemple, s'il se plaignait du temps, il aurait pu décider de profiter des journées ensoleillées pour aller se promener ou lire en plein air. S'il se plaignait de problèmes de santé, il aurait pu explorer des options pour améliorer son bien-être par le biais de l'activité physique ou de l'alimentation. Le stoïcisme promeut l'idée que la vie est un ensemble d'expériences que nous pouvons apprendre à accepter plutôt que de résister. Jean avait la possibilité d'adopter une perspective plus positive et de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, son attitude. Au lieu de devenir un simple observateur de sa vie, il aurait pu prendre les rênes et devenir le protagoniste de sa propre histoire. Cependant, il est important de reconnaître que les plaintes peuvent également être une forme de connexion sociale.
Souvent, les gens se rassemblent par le biais de la plainte, créant un sens de communauté. Cela peut être positif en petite dose, mais lorsque cela devient un sujet récurrent, cela peut avoir des conséquences nuisibles. Dans le cas de Jean, son cercle social a commencé à s'effacer. Ses amis et sa famille, fatigués d'entendre ses lamentations constantes, ont commencé à s'éloigner. Ce qui était autrefois un lien étroit s'est transformé en une relation superficielle, où les interactions se limitaient à de courtes salutations et à des rencontres superficielles. La plainte constante peut conduire à un phénomène connu sous le nom de contagion émotionnelle. Les émotions sont contagieuses. Si nous passons du temps avec quelqu'un qui se plaint continuellement, il est probable que nous commencions à nous sentir lourds et négatifs. L'ambiance émotionnelle d'un groupe peut affecter chacun de ses membres, entraînant un cycle où tout le monde se plaint et personne ne trouve d'issue. Ainsi, la vie de Jean, autrefois remplie de connexions significatives, s'est transformée en une série de rencontres vides où la plainte est devenue le seul sujet de conversation. Pour se distancer de ceux qui se plaignent constamment, il est fondamental d'établir des limites. Cela ne signifie pas être cruel ou insensible, il s'agit plutôt de protéger notre propre énergie et bien-être émotionnel. Jean, réalisant que ses plaintes affectaient ses relations, a décidé qu'il était temps de changer. Il a commencé à pratiquer la gratitude, se concentrant sur les choses qu'il appréciait vraiment dans sa vie. Il a commencé à tenir un journal où il notait 3 choses positives à la fin de chaque journée, ce qui l'a aidé à rediriger son attention vers le bon, plutôt que vers le mauvais. Cet exercice simple lui a permis de prendre conscience de ses pensées et de transformer son approche de la vie. Le processus de transformation de Jean n'a pas été instantané. Il s'était plaint pendant si longtemps que changer son état d'esprit nécessitait des efforts et de la dévotion. Cependant, peu de temps après, il a remarqué que sa vie commençait à changer. Ses amis ont commencé à le rechercher à nouveau, intrigués par sa nouvelle perspective et son attitude. Au lieu de plaintes, Jean partageait des histoires sur les choses qui le rendaient heureux, ce qui, à son tour, inspirait ceux qui l'entouraient à adopter une mentalité similaire. De plus, ce changement de perspective dans sa vie lui a également permis de voir des opportunités là où il ne voyait auparavant que des problèmes. Par exemple, lorsqu'il se plaignait de ne pas pouvoir sortir à cause de la pluie, au lieu de se lamenter, il a décidé d'investir dans un bon parapluie et de profiter de ses promenades sous la pluie. Ce changement dans sa perspective l'a conduit à redécouvrir la joie des petites choses qu'il avait auparavant négligées. Il est essentiel de se rappeler que nous faisons tous face à des difficultés et des moments de frustration dans la vie. Cependant, ce qui définit notre expérience, c'est comment nous choisissons de répondre à ces défis. Les plaintes peuvent être un piège qui nous maintient liés à la négativité et à la souffrance. En apprenant à identifier les personnes qui se plaignent constamment, non seulement nous protégeons notre bien-être émotionnel, mais nous pouvons également les aider à trouver une nouvelle perspective. La clé pour se distancer de ceux qui se plaignent réside dans l'établissement de limites claires et la pratique de la gratitude. En agissant ainsi, non seulement nous améliorons notre qualité de vie, mais nous inspirons également les autres à suivre notre exemple. Au final, la vie est trop courte pour passer son temps à se plaindre. Il est essentiel de s'entourer de personnes qui nous inspirent, nous motivent et nous poussent à être meilleurs. Lorsque nous nous libérons de ceux qui se plaignent constamment, nous ouvrons la voie à des relations plus significatives et à une vie plus pleine. En conclusion, ceux qui se plaignent peuvent drainer notre énergie et affecter notre perspective sur la vie. Apprendre à reconnaître ce schéma et à établir des limites est essentiel pour protéger notre bien-être émotionnel. En changeant notre propre mentalité et en adoptant une approche plus positive, non seulement nous améliorons nos vies, mais nous pouvons également inspirer ceux qui nous entourent à faire de même. La vie est pleine de défis, mais aussi d'opportunités pour grandir, apprendre et apprécier. En choisissant de nous concentrer sur le positif et de nous éloigner de la plainte, nous pouvons construire un avenir plus brillant et significatif pour nous-mêmes et pour les autres.
Tout au long de cette analyse, nous avons exploré comment les plaintes constantes peuvent devenir un piège émotionnel qui affecte non seulement ceux qui se plaignent, mais aussi tous ceux qui les entourent. Les relations se détériorent, l'énergie s'épuise et la vie devient une série de lamentations plutôt qu'une célébration de moments significatifs. Cependant, en apprenant à identifier ceux qui se plaignent et à établir des limites saines, nous pouvons protéger notre bien-être émotionnel et ouvrir l'espace à des expériences plus positives et enrichissantes. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter la réalité telle qu'elle est et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions et nos attitudes. Au lieu de nous laisser emporter par le flot des plaintes, nous pouvons choisir de pratiquer la gratitude et de rediriger notre attention vers ce que nous valorisons réellement dans nos vies. En le faisant, non seulement nous améliorons notre propre perspective, mais nous pouvons aussi inspirer ceux qui nous entourent à adopter une approche plus positive. Alors maintenant que vous savez qui ne devrait pas être aidé à la troisième âge, je veux entendre votre voix. Lequel de ces points vous semble familier ? Avez-vous vécu une situation similaire à celles évoquées? Comment vivez-vous votre vie aujourd'hui? Laissez-moi votre commentaire ci-dessous. J'aimerais connaître votre expérience et savoir ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.